Si les boxers ne sont pas châtiés, une douzaine d'armées étrangères fondront sur la Chine. Nous sommes des douzaines de millions, qu'elles viennent. Sa Majesté peut-elle penser que là où l'armée de l'Empire n'a pu réussir, les couteaux de la populace réussiront? Les dieux sont avec les boxers. En cherchant dans le dictionnaire la définition de révolte, on trouve que c'est une action menée par un groupe de personnes qui s'opposent ouvertement à l'autorité établie et tentent de la renverser. La suite, on la connaît. Si la révolte parvient à provoquer une transformation profonde dans la structure politique et sociale d'un État, ça devient une révolution. Déjà, la définition que je viens d'évoquer ouvre la problématique qui nous intéresse ici. Comment expliquer que la révolte des boxers, qui secoue la Chine du Nord de 1898 à 1901, ait pu être instrumentalisée, soutenue et même utilisée par le pouvoir impérial dans une tentative de se renforcer? Nous allons voir que, contrairement à ce qu'une analyse historique un peu trop rapide et superficielle peut laisser penser, la révolte des boxers n'a pas toujours été du côté de l'Empire. Mais pour bien comprendre cela, il faut expliquer en quelques mots le contexte politique en Chine à cette époque. Dans la Chine impériale de la fin du XIXe siècle, la réalité du pouvoir est multiple. Il y a d'abord, au sommet de l'État, l'empereur, assisté par sa cour et les 6 ministères. En 1898, l'empereur s'appelle Guangxu et il fait partie de la dynastie Qing, qui est une dynastie mandchoue, ce qui veut dire qu'elle n'est pas d'ethnie chinoise. Cependant, en 1898, l'empereur ne règne pas. Il est emprisonné après le coup d'État organisé par sa tante, l'impératrice douairière Cixi, qui exerce donc le pouvoir à la place de l'empereur à partir de 1898. Puisque la Chine est un pays très vaste, impossible à gouverner de façon exclusivement centralisée, il est divisé en 18 provinces, elles-mêmes divisées en préfectures et sous-préfectures. Ce sont respectivement le gouverneur provincial, le préfet et le sous-préfet qui incarnent les relais de pouvoir aux différentes échelles locales. Ce sont des fonctionnaires lettrés qui, pour accéder à ces postes prestigieux, ont dû réussir les examens impériaux. Enfin, pour balayer la totalité des centres de pouvoir politique en Chine à la fin du XIXe siècle, il ne faut pas oublier la domination des puissances impérialistes étrangères qui ont imposé à la Chine une série de concessions territoriales, économiques et politiques par le biais d'une série de traités inégaux, dont le dernier en date à la période qui nous intéresse est le traité de Shimonoseki, imposé à la Chine par le Japon en 1895 à l'issue de la victoire japonaise lors de la première guerre sino-japonaise. La souveraineté du pouvoir chinois est donc particulièrement inféodée à ces puissances étrangères qui ont l'ascendant militaire et économique sur l'Empire et qui opèrent une politique très agressive de quasi-colonisation, particulièrement à partir de 1895. Face à tous ces pouvoirs, la paysannerie est soumise non seulement à la bureaucratie des lettrés, mais aussi face à des problèmes structurels qui rendent les conditions de vie des paysans de plus en plus difficiles. Les inondations se multiplient, la fiscalité est de plus en plus étouffante et la population augmente bien plus rapidement que la surface cultivable, ce qui réduit la propriété des paysans et occasionne de nombreuses famines. Parce que leurs conditions les amènent à se rebeller, et parce que l'affaiblissement du pouvoir impérial et bureaucratique dans les provinces a permis une explosion de la violence, les paysans vont alors souvent se tourner vers les sociétés secrètes. Les sociétés secrètes, ce sont ces associations clandestines qui représentent historiquement un contre-pouvoir à l'ordre établi en Chine, et qui sont donc en cette fin de 19e siècle les fers de lance d'une campagne anti-Qing et anti-Mandchou. Le mouvement des boxers fait partie des sociétés secrètes de Chine du Nord, puisqu'il s'agit d'une société secrète qui s'inscrit dans le sillage de la très célèbre secte du Lotus Blanc, qui provoque par ses soulèvements la chute de la dynastie Ming au XVIIe siècle, la dynastie qui précédait celle des Qing. Nous voici donc désormais revenus au sujet qui nous intéresse ici, à savoir la révolte des boxers. En premier lieu, il faut comprendre que cette révolte est née indépendamment des pouvoirs locaux et centraux, même s'ils l'ont récupérée ensuite. En effet, le mouvement des boxers est à l'origine un vrai soulèvement paysan qui prend naissance dans le Shandong, une province du nord-est de la Chine qui, en plus d'être marquée par toutes les difficultés paysannes de l'époque, est frappée par l'influence des Allemands qui se sont emparés du Shandong en 1898. La présence des Allemands se matérialise surtout par la multiplication des missionnaires chrétiens qui sont soutenus et protégés par les Allemands. Au sein du Shandong va alors se développer ce qui est également perceptible dans l'ensemble du pays, une grande vague xénophobe, antimoderniste et antichrétienne. La plupart des paysans vont alors rejoindre la secte des Points de la Justice et de l'Harmonie, autrement appelée Mouvement des Boxeurs, une organisation de groupes sans hiérarchie dont le nom vient de la pratique rituelle de la boxe, associée à un ensemble de croyances magiques et de chamanisme. Si la secte boxeur commence donc à se montrer particulièrement à partir de 1898, il faut préciser qu'à ce moment-là, c'est l'idéologie anti-Qing et anti-Mandchou qui domine, ce que l'on observe avec le slogan « Renverser les Qing, anéantir les étrangers », qui est celui qui prédomine au début du mouvement, même si certaines franges parmi les boxeurs affichent dès le départ une loyauté à la dynastie impériale. Au départ, ces derniers sont cependant en minorité, et on observe même jusqu'en fin 1899 certains accrochages entre les boxeurs et les troupes impériales. Alors, comment expliquer le retournement du mouvement, le changement qui l'a amené à se placer du côté de la dynastie ?
Premièrement, il y a les encouragements qui ont été prodigués aux boxeurs par les notables et les fonctionnaires du Shandong, un soutien qui a permis à la révolte de prendre une ampleur qui aurait été impossible si les paysans étaient restés isolés, et a entraîné la propagation de la révolte dans la région de Pékin et de Tianjin. Ce soutien ne va pas de soi, car les élites locales sont traditionnellement méfiantes vis-à-vis de l'agitation populaire. S'il y a convergence, c'est parce qu'après le coup d'état de Cixi en 1898, la réaction traditionnaliste et xénophobe mobilise les différents étages de la société chinoise. Il n'y a pas que les pouvoirs locaux qui se penchent sur l'agitation que provoquent les paysans du Shandong. Dans les hautes sphères de l'Empire, à la cour de l'impératrice, une nouvelle orientation politique a émergé à partir de 1898. Ceux-ci et ses nouveaux conseillers, au premier rang desquels on trouve notamment le prince Duan et le général Ronglu, décident de tourner le dos à la politique d'apaisement avec les puissances étrangères prônées depuis les années 1860 pour prendre le parti de l'intransigeance. Mais le pouvoir impérial, malgré son orgueil, est assez lucide pour savoir que son armée ne fait pas le poids face aux puissances étrangères. Si nous envoyons les armées impériales contre l'amiral Sidney, c'est une déclaration de guerre à toutes les puissances. Nos armées, malgré toute leur abnégation, ne pourront pas gagner une guerre pareille. Les boxers ont offert à notre pays l'occasion de remporter une grande victoire. Si maintenant nos troupes anéantissent les forces étrangères, cela prouvera à tout l'univers que la Chine a retrouvé sa puissance et qu'elle ne s'inclinera plus devant personne. Ainsi, il compte s'appuyer sur la masse que représente le peuple et capitaliser sur son intransigeance morale et xénophobe pour l'utiliser comme rempart contre les barbares étrangers. Bien que des divisions subsistent à la cour, ce que montre de façon relativement caricaturale le film américain des années 60, Les 55 jours de Pékin, c'est la faction conservatrice et xénophobe de la cour qui a le dessus. Cependant, comment expliquer que de l'autre côté, celui des paysans et du mouvement des boxeurs, les rebelles aient accepté de renier leur hostilité au pouvoir pour se mettre du côté des Qing et se concentrer sur les seuls adversaires occidentaux? Le retournement va s'opérer au cours de l'année 1900, puisque dès le début de l'année, le gouvernement impérial donne l'ordre de ne pas réprimer les boxeurs. En réalité, la tolérance est sélective. L'ordre est donné de laisser opérer les groupes boxeurs favorables à la dynastie, tout en réprimant durement les groupes anti-Qing. Cette politique fait alors l'effet d'une sélection au sein du mouvement, et très vite c'est leur alliement au slogan « Soutien au Qing, mort aux étrangers » qui devient majoritaire chez les boxeurs. Au même moment, les boxeurs se massent à Pékin et menacent les légations des puissances étrangères qui sont faiblement protégées. À partir de juin 1900, l'impératrice, désormais sûre de son fait, accélère son soutien aux rebelles en permettant à de nombreux soldats de l'armée impériale de rejoindre les boxeurs. Finalement, malgré les réticences du général Ronglu, qui estime que la Chine n'a aucune chance de sortir vainqueur d'une nouvelle guerre contre les Occidentaux, ceux-ci rompent les relations diplomatiques et déclarent la guerre aux 8 puissances étrangères le 21 juin 1900. La suite, c'est le siège du quartier des légations à Pékin par les boxeurs et l'armée impériale, qui débute le 29 juin et dure 55 jours. Le siège sera particulièrement médiatisé et s'achève en août avec l'arrivée de renforts occidentaux à Pékin. Ceux-ci s'enfuient, les boxeurs plient et les occidentaux feront le sac de Pékin et du palais d'été avant d'imposer en 1901 un traité de paix une nouvelle fois particulièrement étouffant à la Chine. Ce qui est intéressant, c'est que les grands gouverneurs de province des régions de Chine du Sud et de l'Ouest notamment, qui sont plutôt réformistes et modernistes pour la plupart, refusent de soutenir le gouvernement impérial et ne participent pas au combat. Finalement, le conflit se limite au nord-est de la Chine et il symbolise la dernière tentative d'une dynastie mandchoue à bout de souffle de renforcer son pouvoir aux dépens des puissances étrangères. La prudence et la patience pour préserver quoi? L'état de la Chine ne peut pas être plus funeste. Même s'il arrive que nous perdions une guerre, qu'est-ce que les puissances peuvent nous prendre de plus? Général Yonglu, vous prendrez personnellement le commandement de nos troupes et vous repousserez les forces ennemies. En ce sens, le fait de s'appuyer sur le peuple apparaît a posteriori à la fois comme une ultime tentative quelque peu désespérée et comme un retour aux fondamentaux, puisque la paysannerie est une catégorie sociale fondamentale dans l'idéologie d'État confucéenne. Au final, bien que la situation d'une révolte soutenue par le pouvoir politique puisse apparaître comme surprenante et exceptionnelle, elle s'explique non seulement par une conjoncture particulière, mais aussi par des éléments dans la structure politique et culturelle propre à la Chine. La meilleure preuve arrivera près d'un demi-siècle plus tard, lorsque la paysannerie chinoise sera l'acteur de la révolution communiste chinoise, événement majeur de l'histoire du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'approfondir le sujet, et si c'est le cas, je vous mets en description de la vidéo les différentes sources qui ont permis de la préparer.